Je dois savoir quand cela va prendre fin. Salut, je m'appelle Sydney, bienvenue à nouveau en enfer. Comme d'habitude, cette vidéo est sponsorisée par Pultivate. Maintenant, nous vivons très clairement à l'époque des remakes sans fin. Et avec cela à l'esprit, je suis sûre que la plupart d'entre vous, sinon tous, ont déjà eu un contact à ce stade avec quelque chose en relation avec le nouveau film Blanche-Neige qui sortira en 2024. Que ce soit pour les images bizarres de ces 7 nains poilus, effrayants et dépendants aux inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine. En fait, apparemment, ces gars sont connus dans le film non pas comme des nains, mais comme des créatures magiques. Parce que l'acteur de Game of Thrones, Peter Dinklage, qui a été littéralement choisi pour son rôle à cause de sa stature, a fait une crise à propos des nains étant dans des grottes ou quelque chose du genre. Non, ce n'est pas une blague. Tu racontes toujours cette histoire rétrograde. Oh, l'histoire de 7 nains vivant dans une grotte. Qu'est-ce que tu fais, mec? Nous, tu sais... Ai-je fait quelque chose pour faire avancer la cause depuis ma tribune? Les nains de Blanche-Neige ne vivent même pas dans une grotte, ils travaillent dans une grotte, je suppose, mais ils vivent dans une maison avec des lits. De toute façon, en plus des images des nains, je suppose à ce stade, que la majorité d'entre vous a probablement été en contact avec les clips maintenant viraux de la première dame du remake de Blanche-Neige, Rachel Ziegler, faisant des commentaires pas merveilleux sur le film original. Je veux dire, vous savez, le dessin animé original est sorti en 1937 et très évidemment, donc il y a un grand accent sur son histoire d'amour avec un gars qui la suit, littéralement bizarre. Alors, nous n'avons pas fait ça cette fois donc. Prince ou différent. Type de prince? Notre approche est différente de ce que beaucoup supposeront être une simple histoire d'amour parce que nous avons choisi Andrew Byrne pour le film. C'est un super mec, mais tout le monde fera des suppositions sur ce que ça va vraiment être. En réalité, ce n'est pas du tout une histoire d'amour, ce qui est merveilleux. Si elle trouve l'amour en cours de route, c'est à deviner jusqu'en 2024. Toutes les scènes d'Andrew pourraient être coupées. Qui sait? C'est Hollywood, bébé. Non, vraiment. Je déteste être ici. Parfois, je ne peux pas dire si je me suis réellement transformée en grand-père avec une canne, en colère contre ces enfants qui disent des bêtises sur ma pelouse, ou si ces gens sont réellement dérangés. C'est difficile à dire. Sortez de ma pelouse immédiatement. Vous m'entendez? Tout cela, bien sûr, a culminé avec des gens très contrariés par les commentaires de Ziegler et son attitude générale, au point où même la génération Z utilise les réseaux sociaux pour se moquer d'elle et la ridiculiser. C'est une femme indépendante qui finit par rejoindre une pyramide de Ponzi et elle devient la plus grande patronne du monde. Vous savez, chaque fois que j'ai l'impression de vouloir discriminer la génération Z, certains d'entre eux font des choses qui me font penser qu'il y a peut-être de l'espoir. Les retombées du comportement et des commentaires de Ziegler ont été si mauvaises que le Daily Mail a même publié un article disant que le contre-coup pourrait ruiner le remake de Blanche-Neige de 2024. Honnêtement, Disney n'a pas vraiment besoin de contre-coup pour ruiner l'un de ses films. Il réussit assez bien à le faire tout seul. Quoi qu'il en soit, en voyant tous les commentaires, en particulier en ligne en relation avec le remake de Blanche-Neige, ainsi que pratiquement tous les autres remakes qui ont été produits par Disney à ce stade, cela m'a fait réfléchir à la manière dont les actrices abordent le rôle des princesses Disney et à la manière dont les scénaristes, les réalisateurs et les studios d'aujourd'hui, et même les actrices elles-mêmes, semblent complètement mal comprendre ces personnages. Je veux dire, d'une part, vous avez des actrices comme Ziegler qui semblent vraiment détester la princesse qu'elle joue, et d'autre part, vous avez des studios qui tentent de moderniser le message et de transformer ces princesses en patronnes féministes qui se sauveront elles-mêmes. Mais ironiquement, même si ces récits féministes et ces remakes sont conçus pour être émancipateurs pour les femmes et les filles, ils finissent par nier à un personnage féminin une gamme, une profondeur et une personnalité en échangeant un trope limitant qu'ils n'aiment pas pour un autre trope limitant qu'ils aiment. Pour être clair, tout ce que font ces remakes, c'est remplacer un trope perçu de demoiselle en détresse par un trope de girl boss tout aussi limitant et unidimensionnel. C'est donc de cela que nous allons parler aujourd'hui, la transformation en girl boss des princesses Disney, la méconnaissance générale des intrigues et des personnages originaux, et une fois de plus, l'échec d'Hollywood féministe en ce qui concerne les remakes contemporains. Bien sûr, laissez-moi ajouter mes déclarations habituelles. Cette vidéo n'est en aucun cas exhaustive.
Il y a évidemment beaucoup à dire sur ce sujet et je ne pourrais certainement pas tout aborder, donc si vous avez l'impression que certaines parties ne sont pas aussi bien développées qu'elles pourraient l'être normalement, notez simplement que c'est parce que cette vidéo va déjà être vraiment longue et je sais, vous savez, nous avons des choses à faire. Mais avant que vous ne montiez à nouveau dans ma gondole infernale et que, ensemble, nous souhaitions que les choses ne soient pas comme elles le sont. Écoutons d'abord notre sponsor du jour, Cultivate. Donc, si vous aussi vous voulez prendre la pilule Cultivate, cliquez sur le lien dans la description ou rendez-vous sur wecultivate.us/Sydney Watson ou scannez le code Quick Response à l'écran pour télécharger Cultivate gratuitement aujourd'hui. Fin 2018, l'actrice Keira Knightley est apparue dans l'émission de télévision Ellen. Au cours de son interview, elle a exprimé que sa fille de 3 ans était interdite de voir certains films Disney. Interrogée sur ces films, Knightley a cité Cendrillon et La Petite Sirène. Pour beaucoup de gens, en particulier ceux d'entre nous qui avons grandi en regardant ces films, il n'est pas très clair ce qui est si grave à leur sujet qu'une mère les interdirait carrément dans sa maison, mais pour Knightley, il semble que leur message soit le problème. Elle a expliqué que Cendrillon attend qu'un homme riche vienne la sauver alors qu'elle aurait dû se sauver elle-même, et la petite sirène Ariel abandonne sa voix pour un homme, ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Je suis très consciente de ce dans quoi je trempe mon enfant. Il y a quelques histoires en termes de thèmes avec lesquels je ne suis pas d'accord. Il n'est pas bien d'attendre qu'un homme riche vienne te sauver, tu dois te sauver toi-même. Non, ce n'est jamais cool qu'un homme que vous ne connaissez pas vous embrasse dans votre sommeil sans consentement. Pas d'accord. Non, ne donnez jamais votre voix pour un homme. Absolument pas. Pas d'accord. Croyez-le ou non, ceci est en fait un sentiment qui a été longtemps exprimé, même répété ces dernières années par d'autres actrices. Idina Menzel, du film en live-action de Disney Enchanted, et la chanteuse Demi Lovato ont toutes deux fait des commentaires similaires à propos de la petite sirène. Les femmes ont méprisé Ariel pour avoir abandonné sa voix pour le prince Eric, la jugeant indigne d'une sirène. Qui s'est mariée à un gars à 16 ans avec qui elle n'avait jamais eu de conversation. Même Meryl Streep, lors de son discours au gala du National Board of Review en 2014, est allée jusqu'à attaquer directement Walt Disney, le traitant de sexiste pour son traitement et sa représentation des femmes. Elle a spécifiquement fait référence à une lettre envoyée à une jeune candidate en 1938 qui disait « Les femmes ne font aucun travail créatif en lien avec la préparation des dessins animés pour l'écran, car cette tâche est entièrement réalisée par de jeunes hommes. » Pour cette raison, les filles ne sont pas considérées pour l'école de formation. De haut en bas, les célébrités et actrices d'aujourd'hui semblent avoir toutes sortes d'opinions sur la représentation des princesses, des femmes et même le comportement des premières maisons d'animation par Disney. Et bien que certaines de ces critiques soient justes et précises, la majorité d'entre elles sont extrêmement négatives, la plainte la plus courante étant que les premières princesses de Disney sont des récipients vides dépourvus de personnalité qui sont entièrement motivés par leurs intérêts romantiques. Parce que c'est juste si horrible d'être motivé par l'amour, comme si les gens ne faisaient pas cela depuis toute l'histoire humaine enregistrée. Ces dernières années, les gens ont continué à critiquer les premiers films de Disney pour leur message global, le manque d'autonomie accordé aux personnages féminins et une foule d'autres critiques. Pour Ariel, l'attitude est qu'elle a renoncé à sa voix pour un homme. Pour la Belle au bois dormant, elle dort tout le temps et est embrassée sans son consentement. Blanche-Neige a aussi été embrassée sans son accord. Je ne sais pas. Donc, avec toutes ces perceptions négatives en tête, il est compréhensible que les jeunes actrices d'aujourd'hui semblent détester les personnages qu'elles sont censées jouer et sont ravies de changer les thèmes qu'elles ne supportent absolument pas. Vous avez dit que vous apportiez une touche moderne sur scène. Que voulez-vous dire par là? Je veux simplement dire que nous ne sommes plus en 1937 et nous avons absolument écrit une Blanche-Neige qui ne va pas être sauvée par le prince. Elle ne sera pas sauvée par le prince et ne rêvera pas du véritable amour. Elle aspire à devenir la leader qu'elle peut être, selon les conseils de son défunt père, sans peur, juste, courageuse et authentique. C'est une histoire incroyable dans laquelle les jeunes du monde entier peuvent se reconnaître. Blanche-Neige se présente à la présidence. Je lance ma campagne. J'avais peur du dessin animé original. Je l'ai regardé une fois et ne l'ai plus jamais repris. Je suis vraiment sérieuse. Je l'ai regardé une fois, puis je suis allée sur l'attraction Les Aventures effrayantes de Blanche-Neige à Disney World. Ça ne semble pas adapté pour un petit enfant. J'en étais terrifiée. Je n'ai jamais revu Blanche-Neige depuis. Donc je l'ai regardé pour la première fois, probablement 17 ans plus tard, quand je faisais... J'ai quelques problèmes avec ce film, comme on pouvait s'y attendre.
Tout d'abord, je dois mentionner que la plupart des critiques modernes des premiers films de princesses de Disney ignorent les nuances des époques où ces films ont été initialement sortis. Blanche-Neige a été présentée pour la première fois en 1937, vers la fin de la Grande Dépression. La Grande Dépression, débutée en 1929, est considérée comme l'une des périodes les plus difficiles depuis la Première Guerre mondiale. Les gens du monde entier connaissaient une terrible difficulté économique et la pauvreté, et les femmes des années 1930, en nombre de plus en plus grand, entraient sur le marché du travail, occupant des emplois dans des industries moins touchées par la bourse et exerçant des rôles largement considérés comme le travail des femmes, comme la dactylographie et tout le reste, et la mise en conserve. On dirait que quelqu'un faisait des conserves. C'est dans ce contexte que les studios ont commencé à créer des histoires explorant des personnages, surmontant les obstacles et les adversités. Les héros triomphaient pour le plus grand plaisir du public. En réalité, cela leur offrait un niveau d'évasion face à la morosité de leur vie quotidienne. Ainsi, pour Blanche-Neige, certains ont soutenu que son histoire n'était pas une tentative de dire aux femmes que leur place était à la maison, mais plutôt qu'elle servait de rappel d'une époque plus simple, moins douloureuse. L'historienne de l'art Carmenita Higginbotham, qui est juste un superbe nom, a même soutenu que Blanche-Neige incarnait la femme typique des années 30, tant par son apparence que par son comportement. Elle a dit que Blanche-Neige n'est pas un personnage révolutionnaire, mais qu'elle est énergique, utilisant ses compétences et ses traits au mieux de ses capacités. Et sincèrement, je suis plutôt en accord avec cette évaluation. Si vous considérez ce film dans le contexte de la Grande Dépression, il est même logique qu'une jeune femme travaillant dur tous les jours rêve qu'un homme l'emmène dans un endroit plus heureux, où elle n'aurait plus à faire de mise en conserve. Pourriez-vous arrêter avec ça? Mais quelle que soit l'interprétation individuelle, il est assez clair que l'histoire de Blanche-Neige correspondait à l'époque et avait du sens pour les spectateurs. Cela s'applique également à d'autres princesses largement critiquées comme Cendrillon. Cendrillon a été publié en 1950, après la Seconde Guerre mondiale, et bien que son histoire n'était pas tant une évasion comme celle de Blanche-Neige, elle a fait ses débuts après une autre période turbulente où de nombreux hommes étaient revenus de la guerre brisée et les gens essayaient de trouver un moyen de se reconstruire. Cendrillon était un conte sur le fait de surmonter l'oppression et de réussir malgré la méchanceté de son entourage. Alors que les spectateurs qui regardaient Blanche-Neige voulaient se remémorer de meilleurs moments, ceux qui regardaient Cendrillon avaient également surmonté des difficultés et, tout comme l'héroïne du film, étaient déterminés à prendre le contrôle de leur vie, à guérir et à avancer vers de meilleures choses. Je pense qu'il y a aussi un certain degré d'opulence dans Cendrillon qui a probablement parlé au pouvoir d'achat des jeunes adultes de l'époque. L'après-Seconde Guerre mondiale a lancé l'âge d'or du consumérisme en Amérique, et quelle meilleure façon de le représenter qu'une belle princesse dans une belle robe. Sans oublier, la robe de Cendrillon était même basée sur la mode contemporaine de l'époque, et on peut supposer que cela a inspiré les femmes futures à imiter son apparence et sa robe. Maintenant, dans mes recherches, j'ai remarqué que les gens étaient assez durs avec le film La Belle au bois dormant de 1959 qui a fait un flop auprès du public, apparemment parce qu'il ne correspondait pas à l'époque. Et écoutez, peut-être que c'est vrai, mais à mon avis, je pense que le film a une si mauvaise réputation parce que tout le monde le voit comme un film de princesse, alors que je ne suis pas si sûre que c'est vraiment ce que c'est. Aurore n'apparaît pas beaucoup à l'écran et le film est plutôt porté par le prince Philippe, les trois fées et Maléfique. En fait, on pourrait même soutenir que La Belle au bois dormant est à propos des trois bonnes fées, étant donné qu'elle tente de prévenir la malédiction d'Aurore, l'élève, aide le prince et joue un rôle dans la défaite de Maléfique. Je ne pense pas que c'était l'intention de Disney en 1959, mais c'est ce qu'ils ont accompli, et honnêtement, je trouve ça plutôt cool. Une histoire qui met essentiellement en valeur trois personnages féminins plus âgés qui finissent par jouer un rôle essentiel dans le sauvetage de tout le monde. Du bon travail! Maintenant, avec tout cela à l'esprit, il vaut la peine de se rappeler que Disney lui-même a essayé de faire évoluer ses films de princesses pour suivre les changements d'attitude et d'époque. Grâce à lui, nous avons eu La Petite Sirène, La Belle et la Bête, Mulan, etc. Les publics et leurs attitudes changeaient et Disney a essayé de suivre cela. Mais la principale différence entre Disney d'alors et Disney d'aujourd'hui est que, bien qu'il apportait des modifications à sa formule de narration pour répondre aux attentes des publics contemporains, il ne faisait pas la publicité de ces changements, et il n'était certainement pas si lourd qu'il distrayait de la bonne narration. Ils nous ont tous subvertis. Et j'ai aimé ça.
Assez drôlement, la capacité d'adaptation de Disney est ce qui nous a donné certains des films les plus mémorables et les plus aimés à ce jour. Linda Wolverton, scénariste de La Belle et la Bête, 1991, a dit dans une interview qu'elle voulait apporter une touche différente à l'histoire de Belle. Les valeurs des femmes des années 90 différaient de celles des années 30, ce qui devait être représenté. Quand ils m'ont amené pour écrire La Belle, j'ai pensé, oh, voici maintenant ma chance de changer la perception de l'héroïne victime de Disney. Ce qui m'a toujours dérangée parce qu'il n'y a rien de mal avec toutes les héroïnes de Disney qui sont venues avant les princesses, parce qu'elles étaient le produit de leur époque. Mais les temps avaient changé et je ne pensais vraiment pas que les femmes et les filles allaient l'accepter, qu'elle allait être une victime comme le conte de fées le présente. Alors j'étais subversive. Je ne leur ai pas dit mon agenda. Je ne leur ai jamais dit mon agenda et j'ai toujours eu l'agenda. Donc avec Belle, elle devait être une intellectuelle. Elle ne devait pas être à propos de sa beauté. Elle devait être celle qui est proactive. Elle s'est échangée pour son père, ce qui est à l'envers et à rebours, parce qu'il est la vieille personne. Elle est la jeune personne, mais elle allait sauver sa vie. Elle pouvait voir au-delà des surfaces à ce que Lisa était dedans. Elle pouvait voir qu'il était quelque chose de plus que ce qu'il semblait être. Elle pouvait voir que Gaston était quelque chose de plus que ce qu'il semblait être. Bien que Wolverton ait manifestement beaucoup d'émotions fortes envers ses expériences de travail chez Disney et qu'elle ait écrit de nombreux films pour l'entreprise, elle a inséré son programme dans La Belle et la Bête et le film a été un succès. La différence est qu'il y avait de la subtilité dans ce programme et une grande narration qui continue d'impressionner les spectateurs. Quant à moi, le personnage de Belle est extraordinaire. Mais à un moment donné, les choses ont changé. Disney a continué à développer son récit, mais les changements silencieux et significatifs apportés par quelqu'un comme Wolverton se sont transformés en bombardement du public avec des messages sociaux bruyants. Plutôt que de favoriser l'appréciation des personnages bien-aimés de Disney, leurs grandes histoires et personnalités, et par la suite d'honorer ces aspects à travers des remakes avec des ajustements réfléchis pour les publics contemporains, la tendance prédominante implique souvent une insistance récurrente sur leur transformation en femmes d'affaires. Et cela m'amène à mon deuxième point sur la féminisation en tant que femme d'affaires, et il y a ici quelques éléments en jeu. Pour commencer, à ce stade, il est assez clair que les réalisateurs, les scénaristes et même les actrices elles-mêmes ne comprennent pas ou n'apprécient pas les personnages qu'ils essaient de représenter. Et vraiment, comment pourraient-ils, quand ils semblent exclusivement voir ces personnages à travers le prisme d'une victime qui acquiesce à un homme? Parce qu'il n'y a qu'une chose pire que les hommes. Ah oui? Qu'est-ce que c'est acquiescer à un? Dans le cas de Blanche-Neige, et en revenant une fois de plus aux commentaires de Ziegler, le fait qu'elle dévalue l'importance de l'intérêt amoureux de Snow montre à quel point elle comprend peu ce film et les personnes à qui il était destiné. Ainsi, avec cela à l'esprit, certains remakes modernes tentent de sauver ces personnages féminins de ce destin de victime et les poussent plutôt dans la case de la femme patronne. Boîte de femme patronne. Boîte de femme patronne. Ici, l'accent est mis sur le fait que la princesse est capable de se sauver elle-même et d'atteindre ses objectifs sans l'aide de personne, et surtout le prince est mis de côté, où il devient la demoiselle en détresse d'une certaine manière, nécessitant l'aide de sa première dame. Ou ils font comme Mulan et le suppriment complètement. Vous savez ce que je pense de la perte de Shang. Je l'ai expliqué, je vaincrai les uns avec toi. C'est en fait quelque chose que nous voyons beaucoup dans le cinéma et la télévision aujourd'hui, et c'est quelque chose que j'ai couvert en détail dans ma vidéo Hollywood féministe. Dans un effort pour se débarrasser du message perçu des films classiques de princesses Disney, nous passons d'un extrême à l'autre. Soit ces femmes sont perçues comme des victimes, soit elles sont des patronnes, sans rien entre les deux. Et comme d'habitude, cela ne laisse pas beaucoup de place pour une narration significative ou la création d'un personnage profond et relatable. Et ce qui est tout simplement hilarant pour moi dans tout cela, c'est que ces récits modernes parviennent encore à simplifier à l'extrême les personnalités multifacettes de ces personnages et leurs intrigues. Il est regrettable que de nombreuses actrices de voix et scénaristes de Disney aient une vision très différente en comparaison. À ce jour, ils parlent de ces princesses avec respect et compréhension. Eileen Woods, la voix de Cendrillon des années 1950, a dit qu'une personne lui avait fait remarquer que Cendrillon n'était pas un personnage que la libération des femmes apprécierait parce qu'elle avait vraiment besoin d'un homme dans sa vie.
Woods était fortement en désaccord, disant que Cendrillon ne se souciait pas du prince, elle voulait aller au bal. On m'a déjà dit que Cendrillon ne plairait pas vraiment aux femmes engagées dans la libération des femmes. Elle avait besoin d'un homme pour s'en sortir dans la vie. J'ai dit que tu avais tort. Elle voulait aller au bal. Pas vraiment. Le prince l'avait vue, mais elle n'avait pas vu le prince. Elle n'allait pas épouser le prince. Son véritable désir était d'aller au bal et de s'y divertir. À minuit, elle quitta même le prince. J'ai dit que l'objectif principal de Cendrillon en allant au bal n'était pas d'obtenir le prince, mais de passer un merveilleux moment. Et c'était comme un rêve devenu réalité pour elle, la façon dont elle vivait. Des femmes comme Keira Knightley réduisent ce personnage à une créature opportuniste qui veut que le prince la sauve. Mais en regardant ce film à nouveau, elle est tellement reconnaissante envers sa marraine la fée d'être même autorisée à sortir du tout. En entrant dans la salle de bal, elle est tellement émerveillée par la beauté des lieux qu'elle ne remarque même pas le prince. Elle est simplement heureuse d'être enfin plus qu'une fille en haillons, et cela se traduit vraiment lorsque vous regardez cela en tant qu'adulte. D'une manière ou d'une autre, ce message se perd parce qu'elle n'est pas la représentation parfaite d'une fille badass et patronne. Non, attendez une minute. Vous devez comprendre, ma chère. Au 12e coup de minuit, le sort sera rompu. Ce sera comme c'était avant. Oh, je comprends, mais c'est plus que ce que j'espérais jamais. Jodie Benson, la voix d'Ariel dans La Petite Sirène, a exprimé son admiration pour le personnage lors d'une interview. Selon elle, Ariel n'était pas motivée par le prince Eric, mais par son désir de devenir humaine et d'explorer le monde, tombant amoureuse en chemin. Avez-vous déjà vu quelque chose d'aussi merveilleux? Oui, c'est pas souvent que nous avons une si jolie... Comparez cela avec les actrices des remakes modernes comme Emma Watson dans La Belle et la Bête de 2017 et Halle Bailey, je ne peux pas dire ça, Halle Bailey dans La Petite Sirène de 2023, qui insistent toutes les deux sur le fait qu'elles ont ajouté un féminisme plus grand à leurs princesses respectives. Bailey a déclaré dans une interview qu'ils ont changé la perspective d'elle voulant quitter l'océan pour un garçon. Elle parle de sa vie, de ses objectifs, de sa liberté et de ses désirs. C'est bien plus profond que ça. Lorsque nous l'avons vue plus jeune, elle a tout abandonné pour lui. Mais cela ne reflète pas les femmes modernes d'aujourd'hui. Désormais, Ariel cherche à trouver sa propre liberté à cause de son obsession pour ce monde. Le prince Eric est la cerise sur le gâteau, mais tout ne tourne pas autour de lui. Le fait est que tout n'a jamais tourné autour de lui. Nous le savions déjà en regardant ce film enfant. Sans blague, mais j'ai vraiment regardé tous les films originaux et leurs remakes pour pouvoir faire correctement cette vidéo. Et la seule chose qui m'a marquée, c'est que je ne vois pas ce que les actrices voient, mais je vois le papa Triton et la Sydney adulte apprécie ce que la Sydney enfant ne pouvait pas. Mais sérieusement, il est ironique pour moi que certains de ces remakes modernes comme Mulan, La Belle et la Bête et La Petite Sirène essaient de vendre une histoire d'émancipation féminine avec une princesse Disney qui a plus ou moins déjà fait cela dans leur film original. Pour illustrer cela une fois de plus, dans une interview sur le film La Belle et la Bête de 2017, Emma Watson a fait des commentaires sur la façon dont le personnage de Belle a un aspect plus féministe. Ce qui est hilarant quand on considère que Linda Wolverton, qui a écrit le film original La Belle et la Bête, l'a déjà fait délibérément, elle. L'a admis. Arrête de faire autant. Féministe, bel homme, pourriez-vous nous en dire un peu plus sur comment le personnage a été développé? C'était juste une sorte de remplissage de son histoire et de voir si j'ai quelques moments supplémentaires où elle interagit avec la ville où elle vit avant d'aller au château rencontrer la bête, et nous avons quelques scènes où elle essaie d'apprendre à une fille du village à lire et c'est vraiment mal vu. Il y a vraiment une sorte de sentiment anti-intellectuel dans le village qui dit que la lecture n'est pas pour les filles et ne devrait pas être autorisée pour les filles et que l'école ne devrait pas être autorisée pour les filles, ce que nous voyons encore partout dans le monde. Il y a cette Belle très progressiste et rebelle qui veut clairement s'autonomiser et autonomiser les autres filles qu'elle voit vivre là où elle vit et elle veut plus pour elle que simplement épouser le villageois invité. Dans une autre interview, Watson a déclaré que les villageois dans le village de Belle voient son intelligence comme une menace. Belle elle-même est une inventrice dans le récit de 2017 et crée une machine à laver qui libérera les petites filles de leurs tâches ménagères et leur permettra d'aller à l'école. Les villageois détruisent son invention? Watson a dit « Détruire la machine à laver est symbolique non seulement de leur destruction de quelque chose sur laquelle elle a passé des heures à travailler, mais vraiment de leur tentative de briser son esprit et de la pousser et de la modeler en une version plus acceptable d'elle-même. »
Bien que je doive dire que tout cela était assez inutile et globalement un peu agaçant, le film La Belle et la Bête de 2017 n'était pas aussi flagrant que certains des autres remakes auxquels nous avons été exposés, et je dois noter le fait qu'il n'a pas dénigré la bête. Dénigré la bête? Il n'a pas attaqué et dénigré l'intérêt amoureux masculin comme tant de remakes ont tendance à le faire, et c'est quelque chose pour lequel je suis définitivement reconnaissante et qui l'a rendu plus regardable que certains de ses autres remakes. Et cela m'amène à mon troisième point, ou peut-être mon point supplémentaire au dernier point. Je ne sais plus vraiment. Les princes et leurs valeurs ou leur absence dans le monde de la girlbossification. Les remakes de Girl Boss ne comprennent pas fondamentalement la signification des romances et des autres relations entre les personnages. Dans les films modernes où les choses sont girlbossifiées, aucun des personnages ne joue sur les forces de l'autre, ce qui signifie qu'il n'y a essentiellement pas besoin des trois bonnes fées, ou de la marraine la fée, ou du prince Eric, ou du prince Philippe, ou littéralement de tout autre homme dans ces films, parce que la princesse Girl Boss peut tout faire. Les films originaux contenaient peut-être quelques tropes tabous, mais au final, les personnages étaient parfaitement formés et fonctionnels. C'est quelque chose que des actrices comme Ziegler ne semblent pas comprendre lorsqu'elles dépeignent leurs princesses comme des demoiselles en détresse superficielle, attendant d'être sauvées. En réalité, Blanche-Neige était une jeune femme empathique, travailleuse et endurante qui a échappé à un meurtre et a trouvé une famille là où elle s'y attendait le moins. Oui, elle chante sur la découverte de l'amour véritable et est sauvée par le prince, mais son personnage est presque unidimensionnel et superficiel, car c'est littéralement sa seule raison d'être. Pour l'aimer et la sauver. Elle, par contre, est là pour faire bien plus. Mais ces deux personnages travaillent en harmonie et se complètent, tout comme les nains se complétaient et Blanche-Neige. Chaque personnage a un manque, mais un autre est présent pour équilibrer et combler ce vide. C'est presque le charme durable d'un conte classique. Tout s'assemble comme un puzzle. Quand vous enlevez cela et que vous transformez Blanche-Neige en cette femme d'affaires tout en un qui peut se sauver elle-même et tout résoudre en même temps, que regardons-nous encore? Quel est le but de ce film? On a presque l'impression que toutes les conditions adverses qu'elle pourrait rencontrer ne sont qu'un moyen d'introduire en force toutes les choses cool qu'elle peut faire et de faire semblant qu'il y a réellement une intrigue ici. Même dans de nombreux films d'action où l'on peut s'attendre à voir de véritables exploits, le protagoniste doit être sauvé, soit de lui-même, soit d'autre chose. Quelque chose pour leur donner de la dimension et montrer qu'ils ont réellement des défauts qu'ils doivent surmonter. Mais ce n'est pas un film d'action, c'est Blanche-Neige et les 7 nains, pas John Wick et les 7 nains. Et si nous devons regarder un conte de fées classique à travers le prisme d'un film d'action pour essayer de le rendre logique parce que les scénaristes sont si déterminés à faire de la protagoniste une femme forte et badass, quelque chose ne va déjà pas. Je pense honnêtement que c'est une des raisons pour lesquelles tant de gens se retournent contre ces films. Quand vous allez voir un film Disney, vous vous attendez et souhaitez voir quelque chose de beau, de romantique, de palpitant et d'attachant. Si nous voulions voir un film de super-héros, nous irions voir un film de super-héros. Mais le fait que nous ayons acheté un billet pour, ou même téléchargé un film de contes de fées Disney, cela signifie déjà quelque chose dans nos têtes. C'est comme payer 50 $ de popcorn pour se faire manipuler pendant 2 heures. Mais même en disant tout cela, quelles que soient les critiques valables qui auraient pu exister sur la romance dans les premiers films de Disney, Disney a réellement écouté et pris cela en compte. C'est pourquoi ces films ont continué à évoluer. Ils sont devenus plus longs, les relations entre les personnages masculins et féminins ont été mieux explorées et ils sont devenus beaucoup plus profonds au fil des années. La relation d'Ariel avec Eric n'est pas une affaire conclue comme beaucoup de gens semblent le penser. Une grande partie du film montre qu'ils apprennent à se connaître, et il est presque utilisé comme un vaisseau pour introduire Ariel dans le monde humain qui l'a tant fasciné au début. Même la partie où Ursula explique qu'Ariel doit faire tomber Eric amoureux d'elle, elle semble plus excitée à l'idée d'avoir des jambes et d'être humaine que d'obtenir l'homme. Réduire tout cela à une fille qui abandonne sa voix pour un homme est un problème fondamental dans la façon dont beaucoup de gens perçoivent aujourd'hui les relations et la façon dont ces relations sont explorées à l'écran. Et honnêtement, tomber amoureux ou avoir des relations romantiques significatives est probablement quelque chose que la plupart des gens veulent faire. Et quand une femme s'assoit pour regarder un film Disney, un remake de Disney, elle ne veut probablement pas regarder Le Petit Loup de Wall Street. Les femmes modernes se laissent souvent guider par leurs émotions. Je crois que rien n'a changé en un siècle.
Donc enfin, en résumé, j'ai toujours dit qu'il y aura toujours de la place pour des changements significatifs et des interprétations lorsqu'il s'agit de récits et de remakes. Et Disney a démontré au fil des ans sa capacité à évoluer et à changer avec le temps. Cependant, ce qu'il fait actuellement semble être un énorme pas en arrière. Dans un effort pour être socialement progressiste, Disney ajoute un élément féministe supplémentaire à des personnages qui n'étaient jamais des demoiselles en détresse pour commencer. Et le plus drôle, c'est que la transformation de ces personnages en girl boss supprime leur autonomie et leur personnalité plus que ne le pourrait jamais le cliché de la demoiselle en détresse. Sans parler du fait que cela minimise l'importance des relations et le désir humain intemporel de connexion, de compagnie et d'amour. À ce stade, il est assez clair que Disney privilégiera ses profits plutôt que de créer réellement des films significatifs. C'est pourquoi, à ce jour, la majorité de ces remakes de princesses sont des tentatives à moitié cuites pour imposer à tous un féminisme de girl boss superficiel et performatif. Au final, plus on nous assène de messages de girl boss, moins ces personnages deviennent relatables. Et malheureusement, ils s'éloignent de plus en plus de ce qui rendait leur histoire si significative et mémorable en premier lieu. Maintenant, sur cette note, et avant d'ouvrir le débat à tous, c'est juste un rappel pour consulter Cultivate en utilisant le lien dans la description, où vous pouvez scanner le code Quick Response à l'écran et télécharger Cultivate gratuitement aujourd'hui. Maintenant, je donne la parole à tous. Qu'en pensez-vous tous? Allez-vous voir le nouveau remake de Blanche-Neige? Avez-vous été un peu dégoûté par ces remakes de Disney à cause de leur message? Pensez-vous que le Blanche-Neige de 2024 va faire un flop parce qu'ils essaient d'imposer cette chose de fille patronne à tout le monde? Que pensez-vous du message de la fille patronne? Trouvez-vous que c'est nécessaire ou inutile? Pensez-vous que c'est simplement une évolution et un changement comme Disney l'a fait pendant de nombreuses années? Que pensez-vous de l'élément historique des films des premières créations et animations de Disney? Pensez-vous que c'est pertinent? Pensez-vous que ce n'est pas pertinent? Et que pensez-vous généralement de cette question dans son ensemble? Bravo d'avoir réussi à regarder la vidéo jusqu'au bout, elle était longue comme toujours. Pour vous abonner, appuyez sur le bouton si vous n'êtes pas déjà abonné. Si vous voulez me laisser un pouce en l'air, appuyez également sur ce bouton et laissez-moi un commentaire car j'adore les lire. Je lis la plupart d'entre eux et j'apprécie beaucoup vos retours. Sur ce, les amis, à la prochaine vidéo, prenez soin de vous.